Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. L'année d'avant, j'avais gagné en fait le général de la Coupe du Monde. L'image que tu renvoies change complètement. Les attentes que tu portes sur toi-même, ça change aussi parce que tu sais de quoi tu es capable et tu sais que en dessous maintenant, ça va plus être satisfaisant pour toi. Enfin, donc tu as envie de prouver. J'avais aussi vraiment envie de prouver que j'étais pas une one shot, on va dire, que j'avais ma place. Si je dis que j'ai littéralement la championne des championnes en face de moi, je pense que je suis pas totalement à côté de la plaque. C'est simple parce que globalement, elle gagne tout. Elle est 6 fois championne du monde, elle a gagné 4 globes de cristal dans sa discipline et pourtant, j'ai entendu parler d'elle il y a seulement quelques mois. Je découvre alors une discipline avec des Français qui cartonnent. Et pourquoi les médias en parlent maintenant ? Parce que pour la première fois, ce sport va faire son apparition aux Jeux Olympiques de Milan en 2026, donc en février prochain. Je suis très fière d'être aux côtés d'Émilie Harrop aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Tribune et Podium. Elle a gagné le classement général de la Coupe du Monde la saison dernière et depuis que j'ai dit qu'elle avait tout gagné, elle s'est recroquevillée dans sa chaise. Donc on va te mettre à l'aise. Tout va bien se passer. Bonjour Émilie. Bonjour Solène, merci pour la présentation. Ça se met bien en valeur. En tout cas, c'est cool. On sent que tu es dans un sport qui n'a pas l'habitude des feux, de la lumière, etc. Parce que dès que j'ai dit que tu gagnais tout, tu t'es recroquevillée comme ça. C'est pas faux. Est-ce que tu peux te présenter sans me parler de ton sport déjà pour commencer ? Alors, moi, je m'appelle donc Émilie Harrop, j'ai 27 ans, j'habite à Beauzelle, donc c'est pas loin de Courchevel. J'ai grandi un peu avec le ski dans ma vie, donc j'ai été mise sur les skis à 2 ans, mais on a dit qu'on parlait pas de sport, donc je vais pas trop aller là-dedans. Et sinon, pour la petite anecdote, je suis aussi britannique, donc mes 2 parents sont anglais, donc voilà, j'ai pas mal baigné dans la culture anglaise à la maison toute ma vie. Voilà. Ça s'entend un petit peu dans ta manière de t'exprimer, que t'as le pretty British accent. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous parler de ton sport rapidement, nous présenter ce que tu fais ? Et donc, le ski alpinisme, c'est en gros le ski de rando en compétition. Pour ceux qui connaissent par exemple le trail running, c'est assez similaire. C'est juste qu'on a des skis au pied, donc on monte avec des skis, après on enlève les pots de phoque, on descend en mode ski alpin, donc verrouillé. Dans la pratique, il y a plusieurs disciplines différentes qui vont du très court, comme le sprint, au très long, comme la Pyramenta, ou d'autres grandes courses. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Pour visualiser un petit peu sur les étapes de Coupe du Monde, on a vu beaucoup tourner des moments où vous montez sur des escaliers enneigés, c'est des escaliers qui sont faits dans la neige en tout cas. Ouais. Qui est le début de la course, si je me trompe pas. Peut-être que tu vas me dire si je me trompe. Alors ouais, c'est pas totalement le début de la course, mais en fait ça c'est la discipline du sprint qui est en fait sur piste. C'est d'ailleurs une des disciplines qui arrive aux Jeux Olympiques. Et donc en fait on manipule notre matériel pour être efficace en tout terrain. Donc, il y a des parties où on va avoir les skis au pied et il y a des parties où on va venir mettre les skis sur le sac à dos pour faire un portage. Et donc, en sprint, on part souvent avec les skis au pied. On a un peu des zigzags à faire en montée et puis on arrive à une plateforme où on met les skis sur le dos, on court dans les escaliers, on les remet au pied et après on descend. C'est un sport de fou. Tu nous l'as dit, tu as été mise sur des skis dès le plus jeune âge. Tu as grandi dans une famille de sportifs, c'était logique de te mettre sur des skis toute petite ? Ouais, alors comme je disais, pour suivre un peu l'anecdote de mon origine anglaise, en fait, mes parents sont venus en France pour le ski. Donc, ils se sont rencontrés à Val d'Isère, ils faisaient des saisons. Mon père, il a fait son monitorat. Donc, ouais, le ski, c'était déjà quand même bien ancré dans la famille et oui, c'était complètement logique qu'on m'inscrive au club dès que je pouvais. J'ai fait toutes les étapes en alpin. En fait, au début, je suis restée en alpin jusqu'à mes 20 ans. Donc, avec les cursus ski-études, les choses comme ça. Et donc, j'ai pas passé un hiver sans ski, quoi. Tu te rappelles ce que tu ressentais quand tu étais plus jeune, quand tu
te mettais sur tes skis là, que tu dévalais la piste à toute vitesse? Alors moi, je me souviens juste, enfin, il y a quelque chose qui m'avait quand même marqué. On faisait souvent, du coup, le tracé le matin et puis après on détraçait. Et moi, j'adorais les dernières pistes où il y avait plus de traces. Enfin, il y avait plus de portes et on pouvait descendre tout droit avec la veste grande ouverte. Et j'avais l'impression que j'allais m'envoler. J'avais l'impression d'être un oiseau avec mon parachute. On te dirait, mais ça ralentit. C'est vrai, mais pour plus de sensations, Ouais. c'était fun. Et ouais, donc c'est kiffant. Quand t'es un peu un poids plume, et peut-être que t'as eu ça, et que tu te mets sur un téléski, au démarrage, parfois il t'envole. C'est la même sensation. Exactement. Et ça, il y avait toujours des gens qui arrivaient à faire genre des saltos. Ils arrivaient à se faire envoler et basculer la tête en bas. Et ça, c'était toujours un truc que je rêvais de faire, mais j'ai jamais osé le faire. Comment t'as fait ta transition du ski alpin au ski alpinisme? Bah, du coup, en fait, j'ai fait 4 ans en FIS, donc c'est un peu le circuit un peu entre guillemets haut niveau de l'alpin, enfin, avant d'arriver sur les coupes d'Europe, les coupes du monde. Et donc, ouais, dans mes dernières années, je me suis blessée, donc c'était un peu un arrêt forcé, mais j'avais toujours, je pense que j'ai toujours été un peu compétitrice en moi. J'ai toujours voulu aller le plus loin possible avec des grands rêves plein la tête, quoi. Et la bascule, en fait, j'ai toujours aussi adoré l'endurance. Aller courir dans la montagne, c'était vraiment quelque chose qui me faisait plaisir. Et puis avec mes parents qui sont des grands, enfin, en plus du ski, c'est aussi des grands sportifs avec le vélo, le ski de rando, etc. Donc j'ai toujours eu cette appétence-là. Et voilà, le jour où j'ai arrêté l'alpin, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer quelque chose qui mêle mon amour pour l'endurance avec mon amour pour le ski alpin. Et j'avais découvert à ce moment-là aussi la Pyramenta, qui est une des grandes courses de ski alpinisme qui est juste à côté de chez moi. Et je me suis émerveillée devant la pratique. J'ai trouvé que c'était des warriors et j'avais envie d'essayer. Enfin, au début, c'était complètement juste pour le fun et pour le kiff de voir ce que je pouvais donner, de me voir progresser. Et c'est toujours, je trouve, kiffant quand tu commences une nouvelle discipline, après avoir fait longtemps une discipline où derrière les progrès sont pas. Oui, ça se joue au détail après les Ça se progrès. joue au détail, vraiment, exactement, à une discipline où en fait, tu as tellement de choses à progresser que ça va super vite. Et du coup, c'était hyper motivant quand j'ai commencé. Et d'étape en étape, bah, ça continue. Mais t'avais des amis qui faisaient ça parce que, alors je sais pas si dans ton coin, dans les Alpes, c'est assez commun de faire ça. C'est commun de faire du ski de rando, mais du ski alpi, peut-être qu'on en parle un peu moins, quoi. Oui, c'est vrai, c'est une discipline un peu plus niche quand même si là, ces dernières années, ça a quand même progressé, on en entend de plus en plus parler. Mais moi, à l'époque, en fait, j'avais surtout j'avais mon copain de l'époque qui baignait, enfin, il venait d'Arèche-Beaufort et en fait, c'est aussi grâce à lui que j'ai connu des grands athlètes dans le milieu, donc des Axel Gachet-Mollaret, Xavier Gachet, William Bourmardion. Et j'avais aussi une copine qui venait du ski alpin, qui s'était mise au ski alpinisme assez tôt, qui s'appelle Léna Bonnel. Donc voilà, j'avais quand même quelques personnes autour de moi. Et puis après, je bossais aussi à l'école de ski et il y avait des moniteurs qui en faisaient pour s'entraîner. Du coup, petit à petit, ils m'ont pris un peu sous leur aile, ils m'ont expliqué comment ça marchait. Et c'était un peu grâce à eux aussi que je me suis mise. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es alignée sur ta première course de ski alpi? J'étais assez, comment dire, impressionnée. Enfin, quand tu arrives sur quelque chose de complètement nouveau, t'es un peu démunie. Mais je me souviens, ce jour-là, il neigeait à la moitié du parcours et en dessous, c'était de la pluie. Et c'était une montée sèche. Donc, voilà, c'est une des disciplines qui existent où on fait que la montée, c'est une verticale. Et moi, je ne savais pas comment préparer mon matériel ou quoi que ce soit pour éviter que la neige colle au pot de phoque. Et en fait, c'est les conditions idéales pour avoir un gros paquet de neige sous le ski à l'arrivée. Et je me souviens que j'ai fini, j'avais, je sais pas, 40 cm de neige sous chaque pied, quoi. 10 kilos. Exactement. Mais c'était atroce. Mais je me souviens quand même d'avoir été hyper satisfaite d'avoir tout donné.
et que même si j'avais fait une course nulle, bah j'étais super fière de moi. Au moins, tu savais sur quoi tu pouvais progresser. Ouais, c'est ça, exactement. Comment tu fais le choix d'intégrer l'équipe de France? Parce que tu l'as dit, tu as la double nationalité. Donc, il y a aussi la possibilité de te dire, ah, obtenir une place en équipe de France, ça va être la croix et la bannière. Côté britannique, ce sera un peu plus facile. Oui, alors c'est vrai que pour le ski alpinisme, ça s'est jamais vraiment posé. Bah voilà, enfin j'ai entre guillemets assez vite fait les résultats qui m'ont projeté dans l'équipe de France. C'était pas forcément ce que je cherchais, mais j'ai profité de l'opportunité. En ski alpin, je me suis posé la question parce que c'est vrai que la densité elle est vraiment forte chez les Français. C'est une discipline rude quand même. J'avais été championne britannique quand j'étais en ski alpin, donc il y avait ça. Mais en fait, finalement pour moi, si je réussissais pas avec la nation forte, bah c'est que j'avais pas ma place à aller plus loin dans le haut niveau. Enfin moi je voulais pas y aller pour faire dernière, donc je me rendais juste la réalité en face. Ouais, c'était pas forcément une option. J'avais envie de réussir avec les Français. C'était aussi avec ce pays-là que j'ai été formée et que t'as grandi aussi. Oui, ici, voilà. Donc, ouais, ça me semblait logique. T'as trouvé un épanouissement aussi important dans le ski alpinisme que dans l'alpin, ou c'est encore plus fort maintenant? T'as aucun regret d'avoir fait ce choix-là? Non, franchement, j'ai vraiment pas de regret. En fait, c'est les années en alpin, c'est ce qui m'a vraiment forgé. Ça m'a, enfin voilà, on attaque au plus jeune âge à se mettre dans un mood un peu haut niveau, à être rigoureuse sur les entraînements, la prépa, tout. Et donc j'ai adoré ces années. Mais aujourd'hui, je me sens tellement plus heureuse dans le ski alpi. Enfin, je pense que c'est juste que j'ai vraiment trouvé la discipline qui me convient le mieux. Je m'exprime pleinement, où j'ai aussi une liberté dans ma pratique, d'aller dans la montagne et j'adore en fait la préparation qu'il y a dans le ski alpi. Et puis bah en fait il y a aussi ce fait de en alpin il y avait beaucoup de frustration parce que ça se joue tellement à rien, ça se joue à un centième. Tu peux faire une manche incroyable et juste à la fin, tu fais une faute et tu passes à côté de ta course. Alors qu'en ski alpi, je trouve que bah, le temps est plus long dans les courses et tu donnes tout. Et si tu passes la ligne avec la sensation d'avoir tout donné, et bah, c'est ça qui est bien. Enfin, et tu vas être fier de toi. Donc, pas de regret. Je l'ai dit en introduction, la saison qui vient de s'écouler, tu as gagné toutes les étapes de Coupe du Monde. Comment tu passes de je découvre ça il y a 7 ans, du coup, tu découvres ce sport il y a 7 ans, à je roule sur la concurrence, je me permets de l'expression. Alors, c'est sûr que les étapes, enfin, ça s'est enchaîné vraiment vite pour moi dans le ski alpi. Et bah voilà, je suis consciente que c'est pas le cas pour tout le monde et j'ai beaucoup de chance aussi. Je sais pas trop. Je t'avoue que aujourd'hui, je sais de quoi je suis capable si je suis à mon meilleur niveau. Et du coup, c'est le challenge. Mais comme si, comme à l'époque, quand je faisais, enfin voilà, des 20e en Coupe du Monde. Et en fait, mon objectif, c'était toujours d'être meilleure que là où je savais que je me situais à peu près. Donc aujourd'hui, c'est un peu pareil. Sauf que maintenant, bah voilà, c'est la première place qui m'intéresse. Maintenant, c'est toi qui as la cible dans le dos, quoi. Ouais, c'est ça, mais en soi, c'est un peu pareil, peu importe la place que tu cherches à faire. Donc, juste donner le meilleur. Juste et donner voir le meilleur. résultat, quoi. Ouais, exactement. Mais si tu sais que ton meilleur, c'est premier ou c'est podium ou c'est cinquième, bah voilà, tout le monde va avoir son objectif en tête. Oui, il y en a qui seront satisfaits d'un top 10 parce que c'est leur meilleur, le top 10. Ouais, c'est ça. Et c'est normal. Donc, on est dans la saison 2023-2024. C'est l'année après que j'ai eu, entre guillemets, ma révélation, comme on aime l'appeler, dans le ski alpinisme. Donc, l'année d'avant, j'avais gagné, en fait, le général de la Coupe du Monde, ce qui était complètement une surprise pour moi aussi. Donc, cette année-là, c'était l'année où il fallait confirmer. Et je trouve que ces années-là, c'est toujours les plus difficiles parce que, bah voilà, t'es plus dans la phase surprise. Voilà, j'arrive, tu prends tout un peu au jour le jour. Ouais. Et puis parfois, en plus, c'est plus facile, je mets des gros guillemets, d'arriver en tant qu'outsider parce que personne ne t'attend. Alors que quand t'as
le gros globe de l'année d'avant, tout le monde se dit oh là là, c'est la personne à battre. Ouais, bah complètement. Tu changes l'image que tu renvoies change complètement. Les attentes que tu portes sur toi-même, ça change aussi parce que tu sais de quoi tu es capable et tu sais que en dessous, maintenant, ça va plus être satisfaisant pour toi. Enfin, donc, tu as envie de prouver. J'avais aussi vraiment envie de prouver que j'étais pas une one shot, on va dire, que j'avais ma place. Arriver du coup, j'avais un peu de la pression dans ma prépa. J'avais aussi eu une grosse blessure à la au printemps, où j'avais fait 2 semaines et demie à Cabreton en rééducation. En fait, je me suis tordu la cheville, je me suis fait une grosse entorse avec un déchirement de ligament. Donc ça m'a un petit peu mis des embûches dans ma préparation. Et arrivé sur la première Coupe du Monde de la saison, sur le sprint, je tombe en demi-finale et en fait, je me casse une côte. Mais sans forcément... Enfin, je me fais une côte. Sans forcément m'en rendre vraiment compte avec l'adrénaline sur le coup. Enfin, voilà, j'avais mal quand même après, mais j'ai décidé quand même de m'aligner sur les autres courses où je termine un peu plus loin que ce que j'espérais. Donc, ça commence à me mettre un peu le doute. Derrière, je rentre à la maison, je m'entraîne. Et en fait, à force de m'entraîner, ma côte, ça s'aggrave et finalement, ça me casse la côte. Et donc, à ce moment-là, il faut que je dois prendre la décision de tirer une croix sur l'étape de Coupe du Monde après, où il y avait 2 autres courses. Et en faisant ça, je me tirais aussi une balle. Je pouvais plus forcément jouer le général de la Coupe du Monde. Donc, c'était une phase j'avais déjà des doutes et en plus, ça m'a remis en question beaucoup. J'ai dû me trouver d'autres objectifs dans ma saison, mais en fait, c'était une période où du coup, j'ai fait un gros travail mental. J'avais un prep mental qui m'a énormément aidé justement à me réaligner, à trouver le sens, à m'enlever aussi cette pression du dos et à juste faire les choses pour le plaisir. Donc voilà, je laisse passer cette Coupe du Monde. Derrière ma télé, je regarde tous mes copains qui sont là-bas. Avec beaucoup de frustration, j'imagine. Avec de la frustration, mais enfin voilà, et je les vois, ils font tous des résultats dingos et enfin, j'étais trop contente pour eux et à la fois, j'avais trop envie d'être là avec eux. Donc voilà, forcément, la frustration, mais comme tout athlète blessé. Donc ça prend à peu près 5-6 semaines pour que ça se répare vraiment. Ouais, donc tu rates plusieurs étapes en fait. Heureusement, le calendrier était assez dispersé à ce moment-là. Donc j'avais le temps de juste rater une étape de Coupe du Monde et revenir après. Mais du coup, derrière, voilà, quand je reviens, je savais que le général, je jouais plus forcément quelque chose. Donc je revenais juste pour le plaisir. Et je prenais chaque course comme elle venait pour jouer, je pense aussi que c'est quand on t'enlève quelque chose que derrière, tu te rends encore plus compte à quel point tu aimes faire les choses. Donc, il m'a suffi d'avoir une étape d'enlever pour derrière vraiment prendre énormément de plaisir sur toutes les autres, de retrouver l'équipe et tout ça. Ça s'est montré dans les résultats parce que tout de suite, j'ai commencé à refaire des super résultats, à refaire des podiums, à regagner des courses. Et bon, voilà, juste à prendre les choses au jour le jour. Ça m'a aussi permis de m'aligner sur une course qui me tient vraiment à cœur, qui est la Pyramenta. Donc, c'était ma première fois dessus avec Axel Gachemolare, qui est la numéro 1 mondiale dans cette discipline un peu plus longue et qui avait été un peu mon inspiration depuis les années quand j'ai commencé, exactement. Donc voilà, c'était juste trop kiffant de faire cette première pierre avec elle et j'avais le sourire aux lèvres tous les jours et bref, on la gagne au final et c'était une grande fierté, quoi. Et bref, et en fait, l'événement que je veux vraiment raconter, c'est que arrivé à la fin de la saison, on est en Norvège pour la finale de la Coupe du Monde et je suis revenue course après course dans le général. Et en Norvège, je gagne l'avant-avant-dernière course et l'avant-dernière course. Et du coup, je reviens au niveau de la première mondiale actuelle à ce moment-là, en termes de points. Et du coup, tu peux jouer Et le du coup, gros je globe. peux jouer le gros globe. Et donc, la dernière course, ça se joue à 1 point près. Et celle qui fera devant l'autre gagnera le globe, quoi. Et c'était un sprint. Donc, quand ça finit sur un sprint, tu sais que tout peut arriver sur un sprint. C'est une discipline hyper rapide. Ça dure, c'est 4 manches de 3 minutes avec plein de manipulations. Donc, c'est assez stressant. Je remporte cette course et je gagne le général. Mais c'était tellement une saison d'apprentissage parce que j'étais passée par
toutes les émotions, par le doute, le dépitement parce que j'avais Ouais, t'avais même plus. presque J'avais abandonné en fait. abandonné, ouais, Donc, j'avais un peu lâché le truc. Après, revenu, retrouver le sens et en fait, sans forcément penser au résultat, juste kiffer chaque instant et la pression à la fin du résultat. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là que le suite de ma carrière s'est construit et je suis devenue une athlète qui peut être performante de partout et souvent. Enfin, au fur et à mesure que tu te mettais à gagner les courses en revenant un peu en mode bah je vais juste prendre du plaisir et puis on verra bien ce qu'il y a au bout. Tu regardais quand même les points du non, général. pas du tout. T'avais vraiment lâché ça quoi. Déjà, je suis pas quelqu'un qui aime forcément regarder les points parce que j'aime pas me mettre dans les C'est calculs, un truc de etc. journaliste, t'as le droit de le dire. C'est un truc de journaliste, je vous laisse faire votre travail. Quoi. Exactement. Je suis pas maths, moi. J'ai fait un bac ES, ça va très bien comme ça. Je me dis pas que ça va vraiment m'aider. Moi, j'ai envie. Enfin, c'est pour ça aussi que j'aime être quelqu'un de constante, parce que chaque course pour moi va être importante et je vais amener la meilleure version de moi-même. Enfin, je vais essayer de faire la meilleure course possible à chaque événement et du coup, je me remobilise à chaque fois et que je sois devant sur les points ou derrière, bah en fait, peu m'importe. Moi, j'ai juste envie de performer sur ce jour-là. Quand tu arrives sur cette dernière course, en fait, c'est hyper difficile parce que dans ta discipline, le globe, il se joue sur la régularité d'une saison. Alors, quand le globe, il se joue sur une course, c'est pas écrit comme ça normalement. Comment tu te prépares pour cette dernière course où là, du coup, tu connais les enjeux et il y a aussi cette pression de OK, je l'ai à portée de main, et faut pas qu'il m'échappe, quoi. Je pense que c'était une journée où j'étais très très stressée ce jour-là. J'arrivais pas à dormir. Voilà, j'ai eu peut-être un peu du mal quand même à gérer mes émotions à ce moment-là, mais peut-être aussi parce que je m'étais pas je m'étais pas permise d'avoir l'habitude de le gérer. Et du coup, voilà, l'idée c'était d'essayer d'être le plus dans ma bulle, le plus focus sur moi-même et une fois de plus, juste de prendre chaque manche sans se projeter. Je pense que la pire chose, c'est de commencer à se projeter et d'aller voir le résultat avant d'avoir fait les actes, enfin, passer à l'action. Et donc, j'essayais au maximum de rester dans le moment présent, de pas forcément commencer à m'éparpiller, à regarder qui faisait quoi, nanana. T'avais pas des scénarios de course en tête, c'était vraiment juste on verra bien ce qui se passera. J'avais même pas forcément envie de savoir avec qui je tombais dans chaque hit parce que je voulais être vraiment focus sur moi-même et je me disais bah j'ai pas envie de commencer à me mettre en tête que si je suis avec telle personne, elle est forte, que j'ai moins confiance en moi. Enfin, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure plus tard de gérer, mais à cette époque-là, j'avais pas forcément envie de savoir. Je voulais juste bah voilà, être le mieux juste contre moi-même et après on verra. Et alors, comment se passent les 4 courses du coup du jour? Parce que le résultat, il se fait sur la finale, mais il y a quand même plusieurs petits sprints avant, quoi. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que au fur et à mesure de la journée, t'es plus sereine ou pas? Ouais, alors la première manche, c'est une manche qualificative. Et voilà, je crois que je fais deuxième de cette manche qualificative, donc ça me met déjà dans des bonnes dispositions. Je sais que je suis assez en forme. Après, c'était un parcours assez particulier parce que c'était en plein milieu de la ville de Tromsø. Donc ils avaient ramené de la neige et c'était urbain, c'était très plat. Alors que moi, je suis quelqu'un qui aime bien les parcours qui montent un peu raides. Je pense peut-être que j'aime bien pour le rapport poids-puissance, des choses comme ça. Je suis peut-être moins puissante que certaines athlètes sur le plat. Je savais que quand même, ça allait pas être facile parce que le plat, ça pouvait me coincer. Et j'ai senti que j'avais une cible dans le dos parce que, en fait, qui était au même niveau que moi à ce moment-là dans le général, c'était une Italienne, Giulia Morada. Et arrivée en quart de finale, il y a les Italiennes. J'étais avec des Italiennes sur la ligne de départ. Et on part et en fait, elles me coincent. Elles partent très vite et elles se mettent devant moi en flèche pour un peu me coincer. Donc, je savais que j'allais pas avoir beaucoup de copains ce jour-là, on va dire. Mais bref, et j'arrive quand même ces Italiens. Ah, c'est italien, mais bon, je les en veux pas. Ah, on aurait sûrement fait pareil, complètement. Ils ont bien raison. Mais du coup, bah voilà, moi, j'ai essayé de me dépatouiller au mieux pour slalomer un peu cette concurrence et j'ai réussi à passer chaque manche. Et en fait, c'était avant la finale.
parce que Giulia, on n'était jamais face à face. Enfin, on n'a jamais fait un hit ensemble. Ok. Elle était dans les autres hits. Ouais. Et en fait, avant la finale, j'apprends que elle sort en demi. Que bah voilà, Et j'ai du coup, gagné t'es le globe. assurée de Et du gagner, coup, je suis quoi. assurée de gagner le globe. J'avais encore une finale devant moi quand même, mais du coup, c'était un moment un peu particulier parce que je pouvais pas être émotionnelle. Enfin, il y avait tout pour que je sois émotionnelle, mais je ne m'autorisais pas à l'être parce que j'avais encore une finale à jouer et c'était la dernière manche de la saison. Donc voilà, je reste un peu dans ma bulle, mais je pense qu'il y a une partie inconsciente qui baisse déjà un peu la pression. Et bref, et partie en finale, bah, je fais deuxième. Enfin, ce qui était très bien. J'aurais voulu gagner, mais... mais non, je fais deuxième. C'est très bien, étant donné que l'Italienne était pas dans la finale. Sinon, si elle avait terminé Ouais. première, c'était pas très bien. Ouais, c'était pas très bien, donc ça va, Mais j'ai bon, pris. C'était ce scénario-là, donc. Exactement, ouais, exactement. Et voilà, et derrière, je pense que c'était donc mon deuxième globe. Et par rapport à l'année d'avant où c'était la fête pour moi. Franchement, c'était tellement fou. J'avais dansé, j'avais chanté, enfin à la ligne de départ, d'arrivée. Et là, en fait, je suis allée me mettre toute seule dans un coin et j'ai juste soufflé quoi. Et j'ai senti que finalement, sans forcément me rendre compte, il y avait cette pression qui était revenue et qui était grosse sur mes épaules et j'avais juste besoin d'être toute seule. T'as besoin d'être toute seule après la course. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a quand même les choses qui vont assez vite, parce que bah il y a la cérémonie avec la remise du globe, etc. Probablement l'équipe de France aussi qui veut fêter ça avec toi, parce que c'est une fête pour toi. Enfin, c'est une victoire pour toi, mais c'est aussi une victoire de nation, quoi. Comment ça se passe quand on te remet ce globe? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que les émotions sont différentes de la première année quand tu es sur ce podium avec ce globe-là? Oui, alors forcément, les émotions sont différentes parce que tu les as déjà vécues une fois d'une autre manière. Mais en plus, cette année-là, il y a Thibaut Anselmet qui a aussi eu le globe. Et l'année d'avant, il l'avait raté, il avait fait deuxième sur cette dernière course, sur un sprint aussi. Donc, ça avait été un mix émotionnel. Et là, cette année, c'était 100% français. Donc, c'était clairement un peu la fête. C'est les championnats de France ou quoi? C'est les championnats de France ou quoi? Non, franchement, c'était aussi fou parce que chez les garçons, ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu un Français qui gagne le globe. Le dernier, c'était William Bombardier. Je sais pas combien d'années ça faisait depuis. Et en fait, depuis, ça avait toujours été les Italiens qui étaient historiquement les meilleurs. Et là, on avait un peu renversé, entre guillemets, la hiérarchie à ce moment-là. Et enfin, on avait fait la fête en Norvège. C'était trop bien. C'était trop bien. Et c'était un moment que je pense j'ai vraiment ancré pour le reste de ma carrière en me disant bah t'es capable, t'as plus forcément besoin de prouver quelque chose. Maintenant, tu as ta place et tu l'assumes. Tu dis que ça a été un moment clé parce que du coup, tu as appris aussi à arriver en tant que leader et en tant que favorite. Comment ça se passe la saison suivante? Du coup, là, tu as 2 globes dans le sac déjà. Tu sens vraiment une différence aussi entre toi, ton état d'esprit, mais aussi peut-être la manière dont les gens te perçoivent, enfin les adversaires te perçoivent sur la piste? C'est sûr, hein, même si moi, dans ma tête, j'avais encore tellement de choses à aller chercher, enfin que j'étais que dans le début de ma carrière, c'est sûr que je pense, au vu des adversaires, bah forcément, j'avais déjà un peu marqué les esprits. En fait, je pense à ce moment-là aussi, je me suis dit, bah là, j'ai réussi à faire ça cette saison. J'ai eu quand même des pépins. J'ai eu une blessure en saison. J'ai une blessure dans ma prépa. J'ai trop envie de voir comment ça se passe si j'ai pas de problème. Et j'y croyais dur comme fer que j'avais encore de la marge à aller chercher de progression. Et c'est ça qui me motivait à fond, en fait. Donc derrière, forcément, je me mettais la barre quand même encore haute, mais sans ce besoin de me prouver à qui que ce soit. Parce que c'est bon, tu avais déjà fait... Ouais, c'était un peu ça. C'était plus un objectif de... J'avais plus besoin de confirmer. Ça avait été fait. Et maintenant, c'était juste du kiff de aller montrer mon plein potentiel et... Enfin, d'essayer en tout cas de montrer mon plein potentiel. Et justement, quand tu gagnes 2 fois de suite le gros globe, comment tu redéfinis tes objectifs derrière? Parce que toi, c'était sur ton début de carrière en ski alpi aussi. Tu dis, bon, en fait, après, qu'est-ce qui va me faire rêver? Qu'est-ce qui va me faire vibrer pour aller chercher encore mieux, quoi?
C'est sûr que dans les objectifs, il y avait toujours eu les championnats du monde qui étaient un objectif hyper fort pour moi. Et je me disais, bah voilà, enfin là, j'ai le globe 2 fois. Maintenant, moi, je veux être championne du monde, quoi. Enfin, let's go! Et en fait, c'est drôle. Ces championnats du monde, forcément, c'est l'objectif de tout le monde. Tout le monde le cercle en rouge dans le calendrier. Et donc, je fais de même, quoi. Dans ma tête aussi, avec les jeux, moi, je me spécialise sur le sprint. Donc voilà, depuis qu'on a appris que le ski alpin allait au jeu, ça a toujours été ça mon objectif. Mais après, je suis quelqu'un qui a besoin aussi de m'épanouir avec le reste. Et c'est pour ça que je continue de faire tout. J'adore les autres disciplines et j'ai l'impression qu'elles m'apportent aussi beaucoup pour le sprint. Donc voilà, même si le sprint, c'est mon objectif, je prends la ligne de départ sur tout. Et j'essaye, comme je disais tout à l'heure, de donner le meilleur de moi-même sur ça. Mais c'est pas forcément des gros objectifs. Sur la pression et le stress que tu as pu te mettre sur le début de la saison 2023-2024, parce que justement, il y avait l'enjeu de j'ai envie de confirmer. Comment aujourd'hui tu gères la pression? Est-ce que tu as des petits trucs à toi où tu te dis, bah là, si je le fais, je sais que ça va aller mieux, alors que si je le fais pas, enfin, tu sais, cette routine un peu qui te met dans une bulle de ça va aller. Alors, j'aime beaucoup travailler avec la visualisation et la respiration. Enfin, c'est des outils que je pense que beaucoup d'athlètes utilisent, mais qui sont assez efficaces. Et donc, souvent, bah, avant les courses, si je commence à sentir que le cœur s'emballe, l'esprit s'emballe. Voilà, j'essaye de me concentrer sur des images qui m'apaisent, un sentiment d'être en montagne toute seule, en liberté. Enfin, en liberté, on dirait qu'on est en cage. Non, bah voilà, juste de me reconnecter à ça. Après, je suis aussi beaucoup dans la notion de jeu. J'essaye de jamais oublier que en fait le sport c'est ça. Enfin, on est dans un jeu et peu importe si je gagne, si je perds. Enfin. Ce qui compte, enfin là, c'est du plaisir et ça va jamais changer qui je suis en tant que personne et ma valeur en tant que personne. Et j'essaye vraiment de détacher ces deux choses-là. Parce que je pense que tu as vite fait de te valoriser que par ton résultat, mais en fait, on est tellement plus que ça, quoi. Donc ça m'aide souvent. Si je commence à m'emballer, bah, je me dis, en fait, là, si je perds, la vie restera quand même similaire, quoi. Ouais. Au Jeu de Paris, c'est Léon Marchand qui disait ça, qu'il était arrivé vraiment dans l'état d'esprit de, en fait, dans les Jeux Olympiques, il y a jeu. Et moi, je viens pour jouer. Ouais. Et en fait, si je perds, ben, tant pis, enfin, ça changera rien, quoi. Ouais, je serais déçue parce que j'avais mis des choses en place pour que ça paye, mais ben, en fait, j'aurais d'autres possibilités. Et puis, au pire, si j'ai pas d'autres possibilités, j'aurais essayé. Je suis venue pour jouer. Et je vois le résultat, quoi. Ouais, c'est ça. Pas avoir de regrets. Enfin, de toute façon, c'est bidon, mais c'est tellement vrai qu'il faut accepter d'échouer pour aussi se donner les moyens de jouer et de prendre du plaisir dans le jeu. Parce que si tu l'acceptes pas, t'es crispé et en fait, tu vas garder des mauvais souvenirs dans tous les cas. Enfin, après, c'est hyper facile à dire, mais c'est difficile à faire. Ouais, complètement. Mais c'est pour ça aussi que ça se construit de course en course, au long d'une carrière, cet état d'esprit. Mais je pense qu'il faut toujours un peu la garder proche. Faut jamais oublier ça. Le doute, pour changer un petit peu avec l'histoire que j'ai racontée, je pense que je l'ai vécu avant les championnats du monde de sprint cette année. C'était drôle, mais enfin, j'avais gagné toutes les courses avant en Coupe du Monde et arrivé à ce championnat avant le sprint, le doute commence à s'installer. Je commence à me dire, mais je sens que les Suissesses, elles vont être monstres en forme, elles sont à la maison. J'ai laissé des plumes sur le relais. J'étais pas autant, entre guillemets, confiante. Enfin, après, t'es jamais sûr de gagner. Ça, c'est toujours. Je vais jamais dans une course avec 100% de la confiance. Mais j'avais plus de doutes que d'habitude. Et sur ces championnats, bah, finalement, je fais 2. Et je pense que ça a à voir un peu avec ça. Le doute, il est lié à l'état physique dans lequel tu te trouves, justement parce que le relais a été compliqué avant, ou parce que tu te dis, je mise là-dessus et en fait, si j'y arrive pas, je vais être trop déçue moi-même. En fait, je pense qu'il y a un peu de la notion d'avoir oublié que c'est un jeu. En fait, quand l'échéance devient quelque chose que t'affecte tellement, qui est tellement important pour toi,
et que t'attends depuis si longtemps, c'est plus dur de trouver cette notion de OK, j'accepte l'échec, je suis OK de perdre et tout. Enfin, ou en tout cas, c'est un petit peu se mentir. Enfin, si tu l'as pas assez vécu. Enfin, comme je disais, ça se construit sur une Mmh. carrière, mais quand t'as pas beaucoup de ces échéances d'un jour, Ouais, et ben c'est plus long pour le ouais. construire en fait. Et donc il y avait de ça et il y avait du fait que je savais que j'étais pas dans le 100% de mes dispositions parce que 2 jours avant, Mmh. je me suis mis en blackout complet. Enfin, je suis allée tellement loin dans l'effort que ça, c'est des choses que tu peux laisser des plumes pendant une Mmh. semaine, quoi. Le doute, c'est une émotion qu'on n'aime pas trop ressentir quand on est athlète de haut niveau. Est-ce que tu te fais accompagner d'un préparateur mental? Oui, j'ai un préparateur mental, bien sûr, avec qui j'essaie de travailler assez régulièrement, mais voilà, dans ces moments où je peux avoir des Ouais. doutes, Mmh. c'est quelqu'un que je vais solliciter Ouais, plus. ça peut être un refuge aussi de se dire, Ouais, j'appelle à l'aide, quoi. Enfin, même si c'est ouais, pas un SOS, mais ouais, c'est ça. Enfin, quelqu'un pour te rassurer, te mmh. remettre en confiance, c'est hyper important et c'est cool parce qu'aujourd'hui, je pense dans tous les milieux sportifs, les gens prennent conscience de l'importance Mmh. qu'a le préparateur mental. C'est quelque chose que j'avais voulu déjà travailler en alpin et à l'époque, c'était pas encore trop à Mmh. la mode et on m'avait clairement dit: «Tu pas vraiment besoin de ça». Enfin et je pense que ça aurait déjà peut-être un peu changé ma carrière en Ouais. alpin si j'en avais eu un parce que c'est toujours ça entre l'entraînement et la course, tu peux avoir 2 athlètes complètement Ouais. différents, dans une même personne. Mmh. Je pense que les fois où j'ai vécu de la colère, c'est quand je fais des erreurs bêtes, Mmh. c'est quand, bah, j'aurais pu maîtriser quelque chose et je me suis pas donné le temps de le faire ou enfin voilà, ouais, j'ai été un peu bête et c'est vrai que dans mon début de carrière, j'ai fait des trucs, très débiles, quoi. Enfin, je suis partie sur un départ, sans mon sac à dos, arrivé au moment où il fallait porter les skis, bah, je pouvais pas mettre mes skis sur le Sous le dos, bras. sous le bras, pénalité. Enfin, ouais et du coup, c'est des trucs que j'aurais tellement pu anticiper Mmh. et bon après ça construit et ça fait des anecdotes donc Il y a pas de colère sur de l'injustice ou enfin, tu vois, tu nous racontes, mmh, les Italiennes là qui se mettent en V devant toi pour te bloquer. Dans certaines disciplines, tu dois quand même respecter le couloir et ouais, sinon, bah, tu peux faire appel. c'est vrai, Alors, c'est vrai. si les règles le permettent, bah, elles ont joué avec le règlement, tu vois? Ouais. Mais ça peut aussi te foutre la rage quoi, sinon Mmh, mais ouais. Ah bah, c'est sûr. Enfin, là, pour le coup, non, ça m'a pas du tout mis Mmh. en colère parce que c'est juste, ça, c'est la course et j'accepte complètement Mmh. que ça va un peu se bagarrer, mais c'est dans le jeu, en Mmh. fait. Mais je connais des athlètes qui ont eu des injustices de pénalité qui leur ont coûté, bah, d'aller en finale ou en demi-finale. Encore cette année, hein, enfin, des choses qui se sont pas vues enfin, qu'on voit tous à la caméra, mais qu'avec le système, de la fédé Mmh. internationale, les arbitres étaient pas sur le terrain et du coup, ils pouvaient pas forcément, bah, officialiser la pénalité même si Mmh. tout le monde l'avait vu et bah, ça, enfin moi je l'ai jamais vécu, je touche du bois, Mmh. mais je comprends que ça peut tellement mettre en colère. Enfin, une carrière peut se jouer sur une course et avec des erreurs comme ça, bah, ouais, tu peux changer, le Mmh. cours d'une carrière, Ouais. d'une petite vie, enfin voilà. Mmh. Alors l'excitation, je la ressens surtout sur des courses que j'ai jamais faites, qui me font un peu peur Mmh. parce que je sais qu'elles vont être très, très dures, mais à la fois, où je sens que je vais aller chercher un truc au fond de moi, enfin, où je vais aller me découvrir, où Mmh. je vais découvrir, un nouvel endroit, enfin, que l'aventure commence, quoi. Je suis excitée, à l'idée de faire commencer une aventure Mmh. et je crois que cette sensation-là, je l'ai surtout sur des grandes courses, donc des courses comme la Pyramenta, la Mezzalama, OK. qui est la Mezzalama, c'est une course, à très haute altitude, on passe à 4000, ouais, sur lequel, tu sais pas comment ton corps va réagir. Tu pars de nuit, enfin, il y a beaucoup d'heures qui t'attendent devant Ouais. toi et tu as tellement de choses, qui vont se passer. Ouais, Ouais, c'est un c'est énorme travail d'endurance et du coup, il y a ce truc de: ouais, «Est-ce que je suis prête?» ouais, je pense que sur des ultra trails, des choses Mmh. comme ça, l'excitation au départ, elle doit être palpable.
Là, on enregistre, on est en juillet 2025, donc on est dans l'entre-saison, mais tu es déjà en préparation pour la saison à venir. Hein. On sait comment ça marche sur les sports d'hiver, sachant que c'est une préparation de saison olympique pour ton sport, pour la première fois. Comment ça va déjà, en se disant que cet hiver, il y a ça en ligne de mire? Comment tu te sens? Et il y a un peu d'excitation aussi. Non, franchement, je me sens bien. J'ai l'impression qu'on est dans le calme avant la tempête. Là, on a décidé de faire une préparation plutôt autonome pendant l'été, avant d'attaquer une grosse période avec l'équipe de France à partir de septembre et jusqu'au début de l'hiver. Donc voilà, là, on essaye de prendre le temps de mettre en place un peu des bases. Moi, j'ai eu une petite mini blessure là que j'essaye un peu de soigner, mais je pense que ça va aller assez vite. Et je suis excitée de rentrer dans le vif du sujet préparatoire. De commencer à faire des séances un peu plus dures, de monter un peu crescendo, mais ouais, ça va bien. Justement, ça va être quoi tes objectifs là? Parce que tu as encore gagné le Gros Globe la saison dernière. On sait que sur une saison olympique, il y en a qui vont se préparer pour les Jeux et qui vont laisser un peu de côté les étapes de Coupe du Monde. D'autres qui vont vouloir plus viser la Coupe du Monde que les Jeux, d'autres qui vont vouloir viser les deux. Toi, t'es dans quel état d'esprit là avec ça? Ouais, moi clairement, je suis aussi excitée à l'idée de me préparer pour la course d'un jour. Enfin, ces dernières années, ça a quand même été un peu les deux. Ça a été un peu la Coupe du Monde, un peu les championnats, les choses comme ça. Mais cette année, j'ai envie de vivre vraiment l'expérience de cette course d'un jour qui c'est celle-là que je veux. Et cette année, voilà, c'est les Jeux. C'est la première fois pour notre sport. Et voilà, c'est hyper important pour moi. Après, je vais quand même m'aligner sur les Coupes du Monde, mais un peu plus en mode préparation. Pardon. Okay. Ouais. Et sachant que sur les Jeux, donc il y a le sprint et le relais, tu as un objectif d'être aligné sur les deux courses? Alors oui, dans l'idée, j'aimerais bien être aligné sur les deux courses. C'est assez bien fait parce qu'on a un jour de repos entre les deux et le sprint arrive en premier. Et je pense que tu laisses moins de plumes sur un sprint que sur un relais. Donc dans cet ordre-là, c'est pas plus mal. Mais oui, j'aimerais bien. Vous connaissez la piste? Oui, on a fait un test event à Bormio l'hiver passé. Ça s'est bien passé. Nous, c'était notre première fois sur la piste à Bormio. Donc non, franchement, c'était un peu différent de ce qu'on a d'habitude en Coupe du Monde, surtout au niveau des descentes, parce que c'est des descentes avec des virages relevés et c'est un peu plus compliqué pour doubler, par exemple. Donc il y a un peu des modalités un peu différentes qu'il faut garder en tête. Mais non, c'est plutôt bien. C'est cool aussi parce que Bormio, je regarde beaucoup le ski alpin et c'est quand même un événement important chez les hommes en alpin. Donc voilà, c'est cool d'être là-bas. Quand tu étais petite et que tu faisais de l'alpin, tu avais un rêve olympique? Les JO, ouais, ça me faisait quand même un peu rêver. Après, j'ai plus le souvenir d'avoir suivi tellement les Coupes du Monde que moi, c'était la vie de faire ça, d'être au niveau, d'être comme les grands athlètes qui m'inspiraient à l'époque. Après, les Jeux, je pense que c'est drôle parce que c'est les Jeux de Londres qui m'ont le plus affectée émotionnellement, que j'ai le plus suivi. Est-ce que c'est lié à ta double nationalité ou parce que tu étais déjà plus grande ou autre chose totalement? Je pense oui, peut-être un peu, peut-être aussi le fait que c'était aux horaires plus faciles à regarder. C'est tout con, mais c'était plus facile à suivre. Donc forcément, j'étais plus souvent devant la télé à ce moment-là. Et oui, j'avais les chaînes anglaises, donc je suivais tout ça. Enfin, ouais, sur ces chaînes-là avec les pubs anglaises. Je me souviens à l'époque, il y avait émotionnellement, ça apporte tout un bagage de regarder ça à la télé. Et ouais, ça me faisait plus rêver. Je me souviens de Mo Farah, des gars comme ça qui m'ont mis des étoiles dans les yeux. Et puis ouais, les Jeux de Paris, encore une fois cette année, je suis plus vieille, donc je pense que c'est différent que quand t'es gamin et tu vois ça. Et c'est des gens, tes héros que tu regardes et que ça t'inspire à être comme eux plus tard. Aujourd'hui, je le regardais plus dans un mode, ok, l'année prochaine, ça sera. Je sais pas. Dans l'idée, j'aimerais bien. Et du coup, ça te paraît déjà plus palpable et t'essayes de plus le regarder avec une analyse de, ok, comment ils gèrent, comment ils font. Est-ce que le fait que ce soit pas si loin, c'est des jeux italiens, certes, on peut pas dire que c'est des jeux à domicile, mais c'est quand même
plus facile d'avoir les proches qui viennent, etc. Et ça te met une petite dose d'excitation en plus. Ouais, je pense que c'est trop bien pour nous que ce soit en Italie, notre première. C'est sûr, les proches vont être là. C'est des terrains qu'on connaît. Enfin, on adore la culture italienne. On adore être là-bas. Franchement, nous, on a beaucoup de courses italiennes. Ouais. Comme je disais, les Italiens, c'était un peu les références en ski alpi ces dernières années. Et du coup, ça a tellement de sens d'être là-bas. Donc ouais, ça rajoute ce truc un peu spécial. Comment tu te prépares pour cette saison où tu sais que médiatiquement parlant, on va pas te laisser tranquille avec les résultats que tu as eus ces dernières années? Les médias français vont se faire un malin plaisir de t'annoncer comme favorite et d'attendre de toi des résultats. Comment tu te prépares là-dessus? Ouais, c'est sûr, c'est des questions pas évidentes parce que nous, pour notre sport, c'est notre première fois, donc on n'a pas un recul immense sur l'ampleur que ça peut prendre. Et pour l'instant, comme je disais, on est encore un peu dans ce calme avant peut-être la tempête qui va arriver à l'automne. Mais voilà, j'essaye d'anticiper le truc au max. J'essaye de m'entourer aussi avec des personnes qui vont m'aider là-dessus pour pas me retrouver toute seule si jamais la tempête arrive. Faire des choix, essayer voilà, de pas non plus être accroché à ce qui va se dire autour de moi. Enfin, je suis pas forcément quelqu'un qui est fan de aller rechercher les dernières sorties médiatiques et je pense que ça sera une période où j'aurai encore moins envie de le faire. Donc laisser un peu le truc se faire seul un peu dans son coin et ne pas m'arrêter là-dessus. Après voilà, je suis quelqu'un d'assez curieuse avec des athlètes qui l'ont déjà vécu. Donc j'essaye de demander un peu des conseils à droite et à gauche avec des gens à qui on a mis la pression. Enfin, je pense notamment, tu vois, à Perrine Lafont. C'est une copine avec qui j'ai été à l'école ensemble à la fac et clairement, je pense que c'est quelqu'un de très bien placé pour en parler. Donc voilà, d'avoir un peu ces retours d'expérience, je pense que c'est hyper enrichissant. J'allais te demander justement, tu vois, vu que tu fais partie de l'armée des champions, si ça t'apportait quelque chose de ce côté-là, en termes d'échanges humains et parce qu'on sait que dans l'armée, il y en a comme Perrine qui ont vécu des pressions monstrueuses et qui ont fait des pauses, comme Perrine. Et du coup, il y a aussi, malheureusement pour eux, mais ils peuvent apporter quelque chose en termes de retour d'expérience et de conseils. Donc, ouais. C'est des carrières qui sont encore plus intéressantes, tu vois. Enfin, l'histoire, elle est encore plus intéressante à raconter parce qu'il y a eu ces obstacles, ces moments difficiles, ces choses qui... En fait, c'est là qu'on va tirer quelque chose vraiment personnellement pour chacun d'entre nous. Et souvent, ils sont très contents de partager. Donc, on va voir. Après, chaque histoire est différente. Chaque personnalité est différemment affectée. C'est trouver les clés qui marchent pour toi. Enfin, j'essaye aussi de le travailler avec des préparateurs mentaux. Mais voilà, t'as beau anticiper tout ce que tu veux. Le jour où ça commence à t'arriver, le plus t'as d'outils autour de toi que t'as bossé en amont, le plus tu vas être armé. Mais t'as quand même une part où il va falloir t'adapter sur le moment et ça, faut attendre le moment où ça arrive, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur? Pas forcément. Non, il y a des choses qui me stressent. Il y a pas forcément des choses qui me font peur parce que, enfin, moi, c'est la vie dont j'avais toujours rêvé. Enfin, c'est une chance incroyable de pouvoir faire de sa vie sa passion. Donc, voilà, qu'il y ait de la pression, ça va avec, en fait, ou qu'il n'y en ait pas. Moi, je peux quand même aller m'entraîner tous les jours, je peux quand même me mettre des objectifs, je peux m'aligner sur des courses. C'est sûr, la blessure, c'est le truc qui fait peur de se blesser avant une échéance qui arrivera peut-être une fois dans sa vie. Bah ouais, mais c'est bon, c'est comme prendre sa voiture pour aller faire les courses et tu peux te faire écraser, enfin, tu peux avoir un accident. Donc, faut pas avoir peur de ça. Enfin, c'est des choses qui peuvent arriver, on est tous conscients, mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'il faut arrêter de faire des choses. Enfin, comme je disais, j'adore faire plein de choses. Enfin, encore hier, je suis allée faire de l'alpinisme, alors que je suis pas du tout quelqu'un qui en fait beaucoup, mais aller faire de la grande voie, des choses comme ça, parce que ça me fait plaisir. Et même s'il y a des choses qui peuvent se passer, je préfère y aller en essayant de maîtriser le risque, mais voilà, en continuant de faire des choses, quoi. Il y a beaucoup de sports de haut niveau où, notamment les sports co, dans leur contrat, c'est interdit de faire du ski. Mais je sais, ça se comprend, mais c'est sûr que, purée, tu mets la peur, elle devient
dans ton contrat, quoi. Ah Elle est bah, contractuelle, la peur. C'est quand même alors que chaud. toi, c'est ton sport, quoi. Donc, Ouais, bah il y a le ouais. risque qui est là, quoi. Il y a le risque qu'il a. Faut être conscient, hein. Faut pas non plus commencer à faire des dingueries. Enfin, tu vois, 2 mois des jeux, mais c'est comme la peur de tomber malade. Bah voilà, faut essayer de faire au mieux. T'essayes de maîtriser le risque. Mais après, tu peux pas tout maîtriser. Il faut Ouais. accepter qu'il y a une part qui, voilà, c'est un peu un coup de chance aussi, quoi. Le ski alpinisme, moi, c'est une discipline que j'ai découverte il y a un peu moins d'1 an. Ouais. Et du coup, je connais pas trop la durabilité en termes d'âge, à quel moment est-ce que les gens s'arrêtent en moyenne, Ouais. etc. Ouais. Comment toi, tu vois la suite, du coup? Parce que là, on a parlé évidemment de la saison qui arrive parce que c'est une grosse Mmh. échéance. Comment tu vois les années à venir? Est-ce que tu as déjà un peu en tête un plan ou pas du tout? J'ai pas forcément en tête un plan, mais plus, des envies que je sais qui sont au fond de moi, que j'ai envie d'aller, explorer, au moment opportun. En fait, la carrière, elle peut être, assez longue quand même, hein, parce qu'on a des disciplines, de longue distance, Mmh. bah, où tu peux encore performer. Enfin, nous, dans l'équipe, on a notre, doyen qui a 40 ans, Ouais. et qui a eu une carrière incroyable. Enfin, c'est aussi un athlète quand même assez remarquable, mais voilà, il a commencé, autour de 20 ans, 20 ans de carrière, c'est Mmh. ouf, quoi. Après, voilà, les disciplines de sprint et cetera, bah, ça, on va dire que jusqu'à, entre guillemets, enfin, au-dessus de 30 ans, il y en a encore qui Ouais. performent, mais c'est plutôt les jeunes qui sont assez bons là-dedans. Après, c'est pas du sprint pur de 100 mètres, donc il y a quand même ce côté, cardio, qui rentre en compte, qui, voilà, peut durer un petit peu. Mmh. Mais voilà, après, donc moi, c'est quelque chose pour le moment dans lequel, je suis, et j'ai vraiment envie plus tard d'aller me découvrir sur des disciplines plus longue distance, de faire des prépas vraiment spécifiques pour, par exemple, des individuels, Mmh. voir, ce que je vaux si je fais ça correctement. J'ai aussi certainement envie, d'aller me découvrir sur du trail un moment, Mmh. parce que c'est aussi par la porte du trail que je suis un peu rentrée dans le ski Mmh. alpi. J'en pratiquais, il y avait des athlètes que je suivais qui faisaient les 2 et qui m'ont fait rêver, comme des Kilian, Jornet ou des Mmh. Emily Forsberg, enfin voilà, le couple que j'adore. Et ouais, enfin par ici, Mmh. ça donne envie, et chaque été, moi j'ai envie de mettre des dossards, mais pour l'instant je me réserve, pour l'hiver. Ah ouais, OK. Ouais. T'oses même pas, sur des petites distances, tu vois, là, on enregistre, ce week-end, c'était, le marathon du Mont Blanc. Ouais. Il y a pas que le 90 kilomètres, tu vois? Ouais, Il y a c'est d'autres sûr. distances, Bah, au début, j'avais envie de le faire. J'avais un partenaire qui m'avait invitée, ouais. et en fait, on était en stage à ce OK. moment-là. Et pour moi, bah, voilà, la prépa pour Ouais, plus l'hiver, important c'est que plus important. Parce que dès que tu commences à te mettre des objectifs estivaux, je suis quand même quelqu'un qui aime bien aller essayer de faire le mieux possible. Et mmh. donc, tu as un peu une période où tu dois te reposer avant pour arriver en forme. Donc, ça enlève un peu la prépa. Elle est pas aussi facile, que si tu avais rien et tu Mmh. avais la carte blanche. Mais ceci étant dit, par exemple, fin du mois, j'avais envie de m'aligner sur un trail à Courches. Bon, maintenant, j'ai ma petite blessure, donc je sais pas si je vais pouvoir le faire. Mais ouais, en tout cas, Ça peut plus tard. aussi faire partie de la prépa, finalement. Ouais, ça peut. Tout Ça dépend comment tu l'intègres, Oui, oui, complètement. Souvent, tous les étés, je mets des petits dossards Ouais, ouais. par-ci par-là. Ouais, j'aimerais bien un jour voir ce que ça peut donner. C'est la curiosité de voir ce que ça peut donner si tu fais une prépa trail, Mmh. comment tu seras. Je t'attends sur une Saint-Élion alors, Oh dans non! quelques années. Par contre, là, tu m'as appris la course qui me donne pas du tout. Ah ouais, purée, la Saint-Élion, c'est dur, hein. Ah Oh ouais. là là, courir de nuit, sous la flotte, là, c'est vraiment Oh, la neige en général. la On sait neige, que le ouais. week-end Saint-Élion, c'est de la neige à Lyon. Moi, ça me fait penser au cross, du collège de Oui. l'époque, c'était toujours, des périodes dégueulasses Ah ouais, où non, c'est terrible. il faisait froid et la boue, oh. Il y a des ultra trails, tu vois, je me dis: «Je comprends», mais alors la Saint-Élion, je comprends pas. Ouais. Moi, j'ai l'impression que le plus important, enfin, le truc le plus motivant, c'est le brunch, après course. Tout le monde fait un brunch après cette course, et C'est vrai que c'est un week-end où si t'as pas réservé en amont, t'es mort derrière, tu trouves aucun ouais. brunch dans Lyon. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Faut faire son propre brunch, comme ça, tu te mets sur le canapé. C'est ça. Ouais. Bah écoute, c'est quoi la course qui te fait rêver sur de l'ultra trail ou du Ah, trail? sur du trail, je pense qu'en ultra, bon, c'est un peu cliché, mais j'aimerais faire, l'UTMB un Ouais. jour. Bon, après, c'est pas forcément la course qui me fait le plus rêver, mais c'est aller
qui par ici, Mhm. a le plus de notoriété. Et j'avais déjà fait le tour du Mont Blanc en 3 jours Ok. et on s'était dit avec ma copine avec qui on avait fait, ouah, un jour, on essaiera. Donc voilà, celle-là. Après, c'est des courses comme Zegama qui me font un peu Ok. plus rêver ou Sierzinal. Ça a l'air tellement dur, mais Mhm. j'aimerais bien essayer moi une fois. Ok. Mm. Et ben écoute, je te le souhaite. Ouais, peut-être, peut-être. Si tu pouvais changer de vie avec un athlète le temps d'une journée, tu choisirais qui et pourquoi? Écoute, je pense que j'échangerai avec Nadal. Oh, wow, ok. Waouh! Bah, franchement, autant viser haut, hein. Non, mais bien sûr, je m'attendais juste pas du tout à Pas du ça. tout à ça. Nadal, enfin, dans le tennis, en tout cas, Nadal ou si Nadal quand même, c'est quand même un de ces grands athlètes qui a eu des carrières immensimes, enfin, immensimes, énormes. Énorme. Énormissimes, voilà. Et justement, qui a dû, enfin, le tennis, c'est le sport mental ultime, je trouve. Mm. Avec le golf peut-être, mais le tennis, c'est fou comme ça peut les situations peuvent se renverser, tous les sets, c'est des matchs tellement longs, physiquement c'est dur et la pression justement que ces gars-là, ils ont dû vivre toute leur carrière, je serais trop intéressée de voir comment il l'a géré. Qu'est-ce qui a fait qu'il a duré aussi longtemps aussi? Mm. Donc bon maintenant il a pris sa retraite mais ah ouais, je me mettrais bien, dans la peau de Nadal, quand il était dans son prime. Ouais, il y a Ouais, quelques années. ouais. Je comprends. À quel athlète est-ce que tu aimerais passer le relais maintenant pour faire le même exercice que toi dans Tribune et Podium? Bah, écoute, Alizé Baron, elle a pris sa retraite. C'est une athlète, enfin, c'est une copine aussi, de Mm. l'armée et elle a une histoire forte. C'est une personnalité, trop sympa, trop bien, enfin, qui est vraiment dans le jeu, mais qui fait les choses hyper Mm. sérieusement et ouais, je pense qu'elle a des belles choses à raconter donc Trop bien. Et ouais. ben je l'attends à ce micro alors. Mmh. Un grand merci pour ton témoignage. Je te souhaite évidemment que du meilleur pour la saison à venir. Je suivrai ça avec plaisir et grande attention. Et puis peut-être qu'on se voit dans un an pour faire un débrief. Ouais. Et bah, avec plaisir. Merci encore à toi. Merci. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!